Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Radio Couleur, une nouvelle fois, une nouvelle journée qui précède ces élections législatives anticipées, inattendues, que le président de la République a annoncé au soir des résultats des élections européennes. Et comme depuis jeudi dernier, nous recevons un par un, une par une, tous les candidats et candidates des 6e et 10e circonscriptions de l'Isère en direct tous les soirs, donc à partir de 16h parfois, 17h parfois. Aujourd'hui, c'est 17h30. 17h30 parce que c'est pas évident non plus de trouver des rendez-vous dans les calendriers comme ça quand on s'organise sur une campagne en 2 semaines. Alors on fait ce qu'on peut. Et donc à 17h30 aujourd'hui, c'est maintenant, on accueille Annie Pourtier, donc la candidate des Républicains sur la 6e circonscription de l'Isère. Bonjour Madame Pourtier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là avec nous dans ces studios de Radio Couleur. Alors nous avons déjà entendu quelques candidats, quelques candidates, notamment votre confrère hier de la 10e circonscription, Aurélien Le Prêtre, pour les Républicains lui aussi. Donc peut-être on va commencer par la question la plus rituelle et la plus classique. Alors on vous connaît bien dans votre coin là-bas au Bouchage, dont vous êtes la maire. Donc alors forcément vous êtes souvent sur le terrain, vous êtes local là-bas, mais je vais vous laisser quand même vous présenter en quelques mots pour nous dire qui vous êtes. Donc je suis Annie Pourtier, je suis maire de la commune du Bouchage depuis 2012. Avant d'être maire, j'exerçais les fonctions de conseillère municipale et j'étais également enseignante. Je ne le suis plus aujourd'hui parce que j'exerce un certain nombre de mandats électifs et pour me consacrer pleinement à ces engagements, j'ai fait le choix de prendre une disponibilité. Mais donc j'ai été élue maire en 2012, puis en 2014, maire de cette commune du Bouchage, qui est une commune très particulière puisqu'elle se caractérise à l'échelle locale, mais également à l'échelle nationale par son caractère inondable, puisque 99% du territoire communal est inondable, ce qui confère quand même un caractère très particulier à cette commune. On en a beaucoup entendu parler. Voilà, on en a beaucoup parlé et c'est aussi un sujet sur lequel je me bats parce que nous sommes inondés pour protéger l'agglomération lyonnaise et c'est aussi avec beaucoup de détermination que je réclame des mesures compensatoires pour cette commune. Et au-delà de ça, je suis vice-présidente à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. J'ai 3 délégations, l'avenir médical, les équipements sportifs et la culture. L'avenir médical, le président avait souhaité me confier une délégation désert médical, mais je n'ai pas souhaité que le mot désert médical soit retenu, mais plutôt avenir médical, parce que je fonde beaucoup d'espoir dans le domaine de la santé. Et je suis aussi vice-présidente en charge de la santé au département. Et j'assure ces fonctions parce que je suis conseillère départementale sur le canton de Morestel. Et cette délégation que m'a confiée le président du département sur la santé est une délégation qui m'honore mais qui m'engage aussi puisque la question de la santé est vraiment une question primordiale pour les habitants de ce territoire et plus largement pour les habitants de l'Isère. Eh bien, puisque vous en parlez, commençons par la santé. Alors justement, le Nord-Isère, vous avez bien décrit les choses, alors notamment le Bouchage qui effectivement est inondé pour que Lyon ne le soit pas trop. C'est un petit peu la situation du Nord-Isère finalement, qui voilà, une extension qui se fait petit à petit de la métropole lyonnaise et en même temps des territoires qui restent justement désertifiés au niveau médical, au niveau social, au niveau des services publics parce que et particulièrement la 6e circonscription, ce sont des territoires très ruraux. Alors ce sont des territoires très ruraux. Peut-être avant de parler des difficultés, moi je veux vraiment dire la fierté que j'ai d'habiter sur ce territoire. J'habite sur ce territoire, j'habite sur la commune du Bouchage depuis longtemps. Mes parents habitaient sur ce territoire, mes grands-parents. Ma grand-mère a été la première conseillère municipale femme sur la commune du Bouchage, donc il y avait déjà un engagement familial très fort. Et avant de parler des difficultés, moi je veux vraiment souligner toute la fierté que j'ai d'appartenir à ce territoire qui est aussi un territoire de richesse. Quand on est maire, quand on est conseiller départemental, vice-président, on rencontre au quotidien des habitants, des agriculteurs, des médecins, des chefs d'entreprise qui se démènent, qui innovent dans beaucoup de domaines. Et je regrette que parfois on dresse un tableau un peu sombre de ce très beau territoire avec des forces, et je veux vraiment souligner la force des acteurs de ce territoire. Cependant, en matière de santé, malheureusement,
Le Nord-Isère est un territoire très impacté par le manque de médecins, même si à l'échelle nationale, il ne faut pas oublier que 87% du territoire national est frappé par la désertification médicale, et c'est plus de 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. 6 millions de Français. Si on veut aller un peu plus loin dans les chiffres, ajouter qu'il faut en moyenne 61 jours pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue et 62 jours pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue. Et je ne parle pas des déficits des établissements de santé, puisque les déficits des hôpitaux s'élèvent à 60%, 50% pour les cliniques et 40% pour les EHPAD. Donc le paysage de la santé publique en France est très difficile, extrêmement difficile, et je crois que ça doit vraiment être une priorité, et c'est ce pourquoi je me bats notamment sur le Nord-Isère. Voilà, parce qu'on le voit très bien ici, avec l'hôpital Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu, celui de Pont-de-Beauvoisin, cet été, plus d'urgence. Alors, plus d'urgence, peut-être faut-il nuancer ce tableau. Les services des urgences sont en effet menacés de fermeture. On sait que les services des urgences vont fermer. Les services des urgences vont fermer parce qu'il n'y a pas de médecins. Donc le manque de médecins, il affecte à la fois la médecine de ville, mais à la fois le secteur hospitalier. Et il entraîne avec lui la chute d'autres professionnels de santé, puisque l'organisation de l'hôpital s'appuie sur les personnels qui restent en exercice, notamment les infirmiers, dont je veux aussi saluer le travail. Mais en tout cas, sur l'hôpital, moi j'étais en réunion, vous savez, la semaine dernière avec le directeur de l'ARS. J'ai échangé avec le directeur de l'ARS, j'ai aussi le plaisir d'échanger souvent avec la directrice du centre hospitalier Pierre-Oudot, et je sais à quel point tous les deux, ils se démènent pour trouver des solutions. Cependant, les moyens ne sont pas là. Les moyens ne sont pas là à l'échelle nationale, parce que je rappelle que la santé, c'est d'abord une compétence de l'État, d'abord une compétence régalienne, et que les moyens ne sont pas là, ils ne sont pas au rendez-vous, tant sur la formation des médecins que sur le fonctionnement des hôpitaux. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de médecins, des personnes renoncent aux soins, et c'est absolument dramatique. Donc, la directrice de l'hôpital Pierre-Oudot cherche des solutions en lien avec l'Agence régionale de santé. Je salue également l'engagement du médecin des urgences de l'hôpital de Bourgoin qui cherche des solutions. Donc, voilà, des solutions sont partiellement trouvées puisque le nombre de jours de fermeture va diminuer, mais il reste cependant très préoccupant, et c'est aussi pour ça que je m'engage en politique au titre des législatives, puisque je suis aussi vice-présidente en charge de la santé au département de l'Isère, et je mets en place au titre de cette vice-présidence des actions innovantes à travers un dispositif qui s'appelle Isère Santé, et je crois que quand on est capable localement, avec une collectivité, d'imaginer des solutions innovantes pour les habitants, notamment en matière de santé, eh bien on peut être capable de les transposer à une échelle plus grande. C'est aussi le sens de mon engagement. Voilà, et c'est surtout, si vous êtes élu au Parlement, c'est surtout voter des moyens supplémentaires pour ce système de santé qui le mérite. Mais alors, on parle de santé, mais c'est aussi l'ensemble des services publics, et puis peut-être bien au-delà, et qu'on peut voir justement dans les résultats électoraux récents. Votre commune du Bouchage est vraiment dans ce cas-là, 58%, je crois, pour le Rassemblement national. Les campagnes disent vraiment un grand ras-le-bol, finalement. Les campagnes expriment en effet un ras-le-bol. En effet, le taux était de 58% pour le Rassemblement national pour les élections européennes. C'était le cas également pour les élections présidentielles, mais lors des élections départementales, qui ont vraiment pour objet d'élire des hommes et des femmes qui vont siéger au conseil départemental, des hommes et des femmes de proximité. Eh bien, en fait, cette tendance ne s'est pas confirmée, puisque le Rassemblement national est arrivé loin derrière. Et je crois que quand on est maire, élu de terrain, et c'est ce que je revendique à travers cette candidature, et à travers la candidature de Fabien Durand, qui est donc maire de Saint-Savin, qui est vice-président de l'ACAPI, et qui est membre également du comité directeur de l'Association des maires de l'Isère, c'est vraiment cet ancrage local que l'on revendique. C'est cette proximité locale que l'on revendique et qui fait vraiment la spécificité et la particularité de cette candidature. Et je crois qu'il faut aujourd'hui proposer des alternatives aux habitants de ce territoire. Vous l'avez très bien dit,
quand on vote Rassemblement national, on est peut-être sur un vote sanction, mais je crois qu'il faut aussi écouter le message des électeurs quand ils se rendent aux urnes. Il faut aussi écouter ce que nous disent les électeurs, les habitants de notre territoire, quand ils nous parlent de baisse de pouvoir d'achat, quand ils nous parlent d'insécurité, d'effondrement de notre système de santé. Et je crois qu'il nous appartient à nous, en responsabilité, élus locaux, de pouvoir contribuer à résoudre les difficultés et à apporter des solutions innovantes. Et notamment dans un secteur qui vous est cher, celui de l'école. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez enseignante, professeur des écoles, je crois. Oui, professeur des écoles, et je crois, vous savez, pour moi, il y a deux fondamentaux. C'est l'éducation, allez, je vais dire 3. C'est l'éducation, c'est la culture et c'est la santé. Et je crois que les maux de notre société pourront se résoudre par le socle, par l'école. Et je crois que cette école, l'école de la République, elle doit détenir en elle les clés qui permettront à notre société demain d'aller mieux. Je salue aussi l'engagement des enseignants que je sais très grand. Je les rencontre souvent dans mon village, dans le cadre de mes fonctions également au titre du département, parce que je rappelle que le département est compétent pour les collèges, pour l'aménagement des collèges, et que le département, ça me permet aussi de revenir sur le bilan du département à destination des collèges, puisque nous rénovons les collèges partout en Isère, nous construisons des collèges pour que nos élèves soient accueillis dans de bonnes conditions. Et je crois que cet enjeu de la santé, de l'éducation, il est crucial, et que c'est par l'école que l'on pourra imaginer le paysage de demain. Quant aux résultats des évaluations internationales PISA, elles montrent aussi que le niveau de nos élèves baisse sur les fondamentaux, en mathématiques, en français. Et moi, je dis que je fais confiance aux enseignants pour que les choses changent, mais qu'il faut aussi une réforme en profondeur de l'école. Et c'est aussi le message que nous livrent les enseignants lorsqu'on les rencontre. C'est-à-dire en profondeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que là aussi c'est une question de moyens que l'État a peut-être désengagé? Oui, c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de volonté. Je crois que la profession de professeur des écoles, d'enseignant, doit sans doute être revalorisée. On voit à quel point il est difficile aujourd'hui de trouver des enseignants, des candidats au concours de professeurs des écoles. Il y a des campagnes de communication qui ont été déployées en masse par l'État pour trouver des candidats au poste de professeur des écoles. Il y a sans doute la question de la rémunération aussi des enseignants, puisque quand on fait un peu de comparaison européenne, on se rend compte que la rémunération des enseignants n'est pas suffisante. Et puis je pense que ça passe aussi par une refondation de l'école, un approfondissement des apprentissages fondamentaux, et puis restituer également l'autorité à l'école. J'entends que le Rassemblement national préconise de rétablir le vouvoiement dans les classes. Et moi, je dis au Rassemblement national qu'il ne s'agit pas de changer de pronom personnel lorsqu'un enseignant s'adresse à une classe et de passer... il ne s'agit pas de changer de pronom personnel lorsqu'un enfant s'adresse à son enseignant en passant du tu au vous pour résoudre les problèmes de l'école. Donc pour moi, ce sont des mesures qui trompent les Français. Et je crois qu'il faut vraiment, en concertation avec les acteurs de terrain, avec les enseignants, avec toute la communauté éducative, prendre les mesures qui permettront à notre école d'aller mieux demain. Mais c'est vrai que la question de l'autorité dans les classes est une question importante. Et c'est aussi le témoignage que nous apportent les enseignants lorsque l'autorité à la maison n'est pas présente. Eh bien, c'est aussi le travail de l'enseignant, de l'école, que de construire le cadre, de rappeler les règles pour permettre aux enfants aussi de progresser dans leurs apprentissages. Alors vous parliez du Rassemblement national, c'est important aussi de dire un mot là-dessus. On sait que des membres de votre parti, les Républicains, ont suivi Éric Ciotti dans une alliance avec le Rassemblement national. Pour vous, c'est hors de question, et vous vous présentez face à Alexis Joly. Et voilà, pourquoi ? Au lendemain des élections européennes, j'ai été sollicitée pour me présenter à ces élections législatives. Je n'ignorais pas que le score du Rassemblement national serait grand, mais à chaque score aussi grand, c'est toujours
c'est toujours une tourmente. Donc j'ai été sollicitée au lendemain des élections et j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de m'engager parce que je suis convaincue que la solution ne réside pas dans les partis extrêmes et notamment dans le Rassemblement national. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand on est élu de terrain, de proximité, quand on est maire, on ne ment pas aux gens. On ne fait pas de promesses qu'on ne peut pas tenir et on ne dépense pas non plus l'argent qu'on n'a pas. Et toute cette expérience que j'ai capitalisée en tant qu'élu local, que Fabien Durand, mon suppléant, a capitalisé et qu'il met au service et que je mets au service tous les jours de mes habitants, nous pensons qu'il faut le mettre au service à une échelle plus grande, à l'échelle de ce pays. Très bien. Alors, la situation politique est très particulière, quasi inédite, avec deux blocs deux blocs extrêmes, on va dire, comme on les caractérise, d'un côté, et puis un centre qui se résume à vous ou ensemble d'Emmanuel Macron. Comment vous voyez ce paysage maintenant ? Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux personnes qui vont se rendre dimanche au bureau de vote. On sait que l'abstention était quand même relativement importante lors des élections européennes. Et je crois à un sursaut républicain parce que au-delà des enjeux de sécurité, au-delà des enjeux de pouvoir d'achat, au-delà des enjeux de cadre de vie, de justice, je crois que ce qui se joue dimanche, c'est à une échelle plus grande. Et je crois que ce qui se joue dimanche, c'est un vrai moment de vie démocratique. Et notre candidature est une alternative face aux deux extrêmes que vous venez de citer. Et je crois que dimanche, il ne faut pas se tromper. Et c'est vraiment le sens de cette candidature. Et vous savez, dimanche dernier, j'étais au CRIF, au Conseil régional des institutions juives de France, aux côtés d'autres candidats aux élections qui portent des valeurs républicaines. Et quand j'entends le directeur du CRIF et les membres de la communauté juive exprimer leurs craintes face à ce qui peut se passer à Grenoble et progressivement ailleurs, je crois que ce scrutin qui s'annonce, qui se présente à nous dimanche, est un scrutin qui bien sûr doit intégrer les préoccupations des Français, mais qui va au-delà. Et je crois que c'est aussi le sens de cet engagement en tant que maire, en tant que vice-présidente, de façon à offrir des alternatives solides, concrètes, et surtout un cadre qui permette à notre pays de retrouver de la sérénité et de la stabilité. Je parlais tout à l'heure de la fierté que nous avons à vivre ici dans le Nord-Isère, et je crois que cette fierté, elle doit aussi s'accompagner de sérénité. Et je crois que ce n'est pas en brandissant la peur, en brandissant des images qui peuvent effrayer les gens que l'on va résoudre les problèmes profonds que rencontre notre pays. Alors il nous reste 3 petites minutes, ça passe très vite, 20 minutes. Justement, vous venez de dire le mot stabilité que vous souhaitez. Est-ce que vous ne craignez pas justement une grosse période d'instabilité après le premier, après le deuxième tour ? Je crois que tout le monde redoute cette période. Vous savez, j'étais aussi aux côtés des forces de l'ordre sur des événements il y a quelques jours, et je sais que les forces de l'ordre le redoutent et se préparent à des événements. C'est bien pour ça que dimanche, et le premier tour est vraiment un moment très important. Le premier tour est un moment important. Je crois que dimanche, il faut faire le bon choix pour la 6e circonscription. Je rappelle que j'ai face à moi un député un candidat député sortant Rassemblement national, ce qui est quand même une singularité en Isère. Et c'est aussi le sens de cette candidature. Et puis, à travers notre candidature, il y a une dynamique qui s'est installée. Tous les jours, je reçois des témoignages d'habitants de ce territoire qui croient en cette candidature. Tous les jours, je reçois des témoignages d'agriculteurs, de chefs d'entreprise qui redoutent de voir le Rassemblement national s'inscrire à nouveau sur ce paysage ou d'autres extrêmes. Donc j'ai confiance aussi en ces personnes-là. J'entends leurs préoccupations et elles sont grandes. Et je crois que cette candidature, la mienne, celle de Fabien Durand, est aussi
une réponse aux inquiétudes que se posent l'ensemble de ces acteurs de notre société. Très bien, alors il nous reste une grosse minute. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter, de dire à nos auditeurs, auditrices, électeurs, électrices ? Moi, j'ai envie de leur dire que notre candidature, donc la candidature que je porte avec Fabien Durand, c'est la seule candidature qui permet de mettre en avant des acteurs de territoire, des acteurs de proximité. Vous savez, dans l'intimité de nos mairies, nous travaillons chaque jour à la résolution de problèmes. Chaque jour, nous imaginons des projets innovants et nous avons un bilan. Les gens qui doutent peuvent interroger les habitants de ma commune pour connaître le bilan qu'en tant que maire j'ai pu conduire. Et je crois qu'il faut leur dire aussi que nous avons ce lien profond avec les habitants. Quand on est maire, on partage l'allégresse d'un mariage, d'un baptême. On partage aussi avec les habitants la douleur de la perte d'un être cher. Et je crois que pour avoir des élus forts, il faut avoir des élus proches, des élus de proximité qui travaillent, qui connaissent leur dossier. Et tous ces messages de soutien que nous recevons chaque jour, confirment en tout cas cette intention de s'appuyer sur cette particularité, notre ancrage local, pour les habitants, pour notre territoire, pour qu'enfin les choses changent. Et il faut qu'il y ait des maires au Parlement, il faut des maires à l'Assemblée nationale. Très bien, alors message bien entendu. Alors vous êtes c'est la fin du sprint d'une grosse semaine de campagne. Vous avez des nouveaux rendez-vous là d'ici vendredi? Oui, nous avons ce soir une réunion publique à 19h sur la commune de Crémipieux. Nous serons demain soir à 20h à Bourgoin-Jallieu, à la Halle Grenette. Nous avons d'autres rencontres sur le territoire avec des professionnels de santé, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des enseignants, des artisans également. Et puis, je serai vendredi matin dans l'hémicycle au département, ma qualité de vice-présidente, puisque je vais présenter un rapport important sur la santé pour soutenir le centre hospitalier de Grenoble. Et là, je crois que c'est aussi le témoignage d'actions concrètes, parce que même si le département n'est pas compétent pour traiter les sujets de santé, parce que c'est un sujet qui relève de l'État, nous avons choisi de porter cette politique volontariste, et ça va se concrétiser vendredi par une action forte que j'aurai le plaisir de présenter dans l'hémicycle à l'ensemble des conseillers départementaux. Donc voilà un bon teasing, donc rendez-vous vendredi. Merci beaucoup Annie Pourtier, donc je le rappelle, candidate pour les Républicains sur la 6e circonscription de l'Isère pour ces élections législatives qui auront lieu donc le premier tour le dimanche 30 dans quelques jours. Rendez-vous à toutes et à tous demain et très bonne écoute sur Radio Couleur. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.